Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Money Time. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer de l'UFC 95 qui s'est déroulé dans la nuit de samedi dernier à dimanche. Et pour parler de ça, on retrouve nos chroniqueurs du MMA. On retrouve Corentin. Salut Corentin. Salut Joris, salut tout le monde. Salut Jordan. Salut à tous. Et salut Elliot. Salut à tous. Et donc on va commencer encore une fois à parler de notre Français Benoît Saint-Denis qui a fait une performance juste incroyable en mettant un super high kick à Frévola. Qu'est-ce que tu as pensé de ce KO et surtout de ce combat, Corentin ? Le combat en lui-même a quand même donné beaucoup de conclusions, beaucoup de choses. Il s'est passé 1 minute 30 seulement, mais pourtant 1 minute 30, j'ai vu tellement de progression chez Benoît, tellement de choses qui m'ont impressionné. Et aujourd'hui, je pense que je peux le dire, mais il bat de nombreuses personnes dans le top 10 de l'UFC, de sa catégorie. Sur le combat en lui-même, c'est extraordinaire. Il nous a fait une masterclass, vraiment. Au sol, il n'y a plus à douter. Il est excellent. Il n'a même pas eu de pression au sol ou quoi que ce soit. Il a même dit je ne vais même pas chercher à défendre, je savais exactement quoi faire. On l'a vu, il s'est laissé un peu faire au sol, puis il s'est relevé directement. Et en sortie, il lâche un high kick du futur qui vient éteindre Frévola. C'est monstrueux. Et puis... là où ce que je reprochais dans la dernière émission quand on avait fait l'avant-combat, c'était qu'il ne savait pas, qu'il rentrait trop dans la bagarre. Sur ce combat-là, il a su garder son calme. On a vu qu'il a su gérer vraiment sa distance avec Frévola. Et c'est ça qui a payé. C'est-à-dire qu'il était vraiment calme, il était vraiment dans la stratégie, contrairement à Moïse où là vraiment il est rentré dans la bagarre. Et ce qui a été très important, je trouve, à voir, c'est qu'au sol, il a toujours réussi à se retourner, même quand il était pris de court par Frévola. C'est quelque chose qui a été... assez notable, assez impressionnant. T'en penses quoi, Jordan ? Ouais, le seul moment où Frévola a un petit peu brillé, c'est quand il lui met un slam, clairement un takedown au sol, où le choc a été assez violent. Et tout de suite, Saint-Denis, il a su se relever, il a su changer de position. Et en fait, c'est à partir de là où on s'est dit il est intouchable. Il s'est direct relevé ou mis dans une bonne posture pour reprendre le contrôle. En soi, le slam, c'est la seule fois dans le combat. C'est la seule fois où il a été. C'est le seul moment un peu inquiétant, on va dire, du combat. Ouais. Après 1 minute 30 de combat, donc c'est sûr que c'était assez rapide. T'en penses quoi, toi, Elliot ? De toute façon, on peut pas penser grand chose du combat quand ça dure 1 minute 30. Après, oui, c'est sûr que. Il m'a fait peur la première fois qu'il essaie d'amener au sol en étranglant Frévola. Ah oui, il se loupe. Il se rate complètement. Du coup, je me suis dit, oula, il se met dans de mauvaises positions. Au final, il se relève en 5 secondes. Non, mais très surprenant. Et puis, ouais, il nous fait une Saint-Denis. J'en avais dit KO au 2e round. Finalement, il nous a montré que Saint-Denis, il nous a fait du Saint-Denis en fait. C'est ça, il se débarrasse au premier round. C'est son premier finish, juste je veux dire comme ça, c'est son premier finish où vraiment, avec les kicks, on savait que Daniel Warin l'avait déjà prédit qu'il ferait très mal avec son pied. On l'a vu avec mon film, ouais. Et on l'a vu là clairement aussi. Et juste, je voulais parler de ça, au niveau de sa stratégie. Là où il a été très intelligent, c'est qu'il a joué avec les middle pendant toute la minute 30 finalement. Oui. Et il en a tenté un avant de high kick qui n'est pas passé loin. Ouais. Et finalement le deuxième il a payé. Ouais, c'est ça. Et en fait il a surpris clairement Frévola qui s'attendait encore à un middle. Au moment où il met le high kick, si on regarde bien vraiment ce moment-là, on voit en fait qu'il s'attend à un middle, c'est-à-dire qu'il baisse sa garde. Et c'est là où du coup c'est tout bénef pour Benoît qui vient l'éteindre complètement avec un high kick dans la tempe qui est juste monstrueux. Et avec ce KO, du coup, Benoît Saint-Denis qui passe top 11 dans sa catégorie des moins 70 kilos. Ce matin, l'UFC avait mis en top 12, mais ils ont réactualisé. Il est 11e ex-aequo en fait. 11e ex-aequo. Voilà, c'est ça. Et pour vous, alors, quelle va être la suite pour Benoît ? Est-ce que l'objectif, ça va être d'aller chercher un top 3, top 4 comme des Gamrot ou des Poirier, ou d'abord de se concentrer sur la ceinture, comme il l'annonce beaucoup, BMF, et du coup d'aller chercher Gaethje ? T'en penses quoi, Corentin ? J'ai envie... En fait, très honnêtement, pour moi, je vois pas pourquoi il ne pourrait pas avoir directement la ceinture BMF. Aller combattre pour la ceinture BMF. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il a prouvé. C'est-à-dire que... C'est quoi la prochaine étape ? C'est affronter le 10e ? Pourquoi faire ? Pour grappiller encore une place. C'est bon, Dana White, il a clairement dit, voilà, c'est un de ses chouchous actuellement à l'UFC, il est impressionné, tout le monde est impressionné par Benoît. Au bout d'un moment, il va falloir y aller.
va falloir aller à la guerre. Il a clairement fait ses preuves à New York samedi. Hein. Bah, oui, il a fait ses preuves, donc là, la prochaine étape, c'est aller chercher la ceinture BMF contre Gaethje, même si ça sera dur. Du coup, lui-même, il a annoncé ses objectifs. Donc lui, en tête, il a la ceinture BMF et prendre les plus gros, donc grappiller le maximum de place au ranking de sa catégorie. Alors, qui aller chercher, je ne sais pas. Après, là, va falloir viser du top 5. Ah oui, même un Parce poirier. que je pense pas qu'ils vont lui donner un top 5 tout de suite. Je pense qu'ils vont lui donner un 7-8. Et je pense qu'il va l'éteindre encore, vraiment. Et puis son nom, là, il a juste à le confirmer, mais les gens le connaissent. Et le gars a fait soulever le Madison Square Garden. Il y avait Donald Trump premier rang. Il y avait Adesanya qui streamait sur Twitch. Maintenant, tout le monde connaît Benoît Saint-Denis. C'est plus qu'une niche en France. En fait, tout le monde commence à le connaître à l'UFC Paris, et là aujourd'hui, maintenant, tout le monde le connaît. Et lui, comparé à peut-être certains, il est vraiment connu que pour des bonnes raisons. Ah oui. Il est parfait. Sa communication est bonne. Le gars représente son pays. Et il en parle tout le temps. Et puis son style de combat, l'UFC en raffole. Tu disais le côté très France de Benoît Saint-Denis qui est rentré sur le champ des commandos pour le 11 novembre, qui était un moment très fort. Et là, j'aimerais revenir du coup aussi où Jordan parlait du côté français. Est-ce que tu penses qu'en mars prochain, il y a une probabilité qu'il y ait un UFC Paris? Est-ce que tu penses donc que Benoît Saint-Denis pourrait être un main event du coup pour cette ceinture BMF face à Gaethje? Bah honnêtement, je vois pas vraiment quel autre combattant français peut être main event à part lui. À part s'ils arrivent à encore trouver un combat de Cyril Gane face à un gros combattant. Mais en ce moment, c'est lui qui monte, c'est lui qui tous les Français parlent plus de lui. Je pense même que c'est en ce moment un peu le combattant préféré à l'UFC. Après avoir une ceinture BMF, c'est compliqué à l'UFC parce qu'il a vraiment des combattants qui ont déjà un sacré statut à l'UFC. Quand tu regardes ceux qui l'ont eu, c'est quand même des gros noms. Donc Saint-Denis est il peut l'avoir cette ceinture, mais il va falloir attendre un peu plus, je pense. Mais après, déjà je pense que s'il fait un combat à l'UFC Paris, ce sera en tout cas main event ou co-main event, et ce sera face à un mec peut-être pas du top 5 parce que c'est quand même des gros noms pour lui, mais déjà entre top 8 et du 8e au 5e, ce serait juste énorme pour lui, et puis j'ai aucun doute sur le fait qu'il gagnera avec facilité. Un avis rapide peut-être là-dessus Alors oui, clairement le prochain UFC Paris c'est lui en main event. Je vois pas Cyril déjà affronter un Spinal ou quoi que ce soit au prochain UFC Paris. Ce sera pas à Paris en tout cas s'il affronte un Spinal, ça c'est clair. Et pour Benoît, s'il affronte un Gaethje pour une ceinture, je vois pas encore une ceinture se jouer à Paris, en tout cas d'un tel niveau. Je vois pas encore Paris être capable d'accueillir un main event comme ça. Même si ça pourra se faire plus tard, mais pour l'instant c'est un peu trop tôt. Du coup, je vois là pour le prochain UFC Paris qui devrait se faire du coup, comme tu l'as dit, en mars, je vois plus un Saint-Denis contre Gamrot. C'est ce qui est le plus évoqué, ce qui est le plus probable en tout cas. Oui, parce qu'il n'y a pas de combat en plus Gamrot de prévu. Oui. Ou alors il y a aussi Dariush et Tsarukyan, le gagnant, qui est un des deux qui peut être prétendant pour le combat. Mais sinon, c'est sûr que en fait le top 5 c'est tellement des gros noms que en fait même si Saint-Denis il y est pas encore, il pourrait les affronter, etc. Sauf que ils ont tous en fait envie d'avoir la ceinture, donc un mec 11e ça va pas les intéresser. Chandler c'est un mec qui pourrait dire oui pour le combat, sauf qu'il lui il attend McGregor, donc en fait c'est que des trucs le top 5 c'est trop compliqué pour l'instant pour lui, mais avec un ou deux victoires encore par finition, il va facilement vite être prétendant au titre. Après pour revenir sur cette UFC Paris, en main event je vois encore peut-être Cyril Gane quand même. Almeida. Alors contre qui on ne sait pas, mais juste sur Cyril Gane, en fait c'est vraiment le porte-étendard du MMA français. Alors peut-être un co-main event, mais vraiment je pense que le dernier combat de la soirée ce sera encore Cyril. Après on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici mars. Il y a 2 mois Cyril Gane prenait un peu de haut Thomas Spinal. Aujourd'hui Thomas Spinal a la ceinture, donc d'ici à mars on ne sait pas où Saint-Denis va être. Je pense pas qu'il va recombattre, et on ne sait pas où Cyril Gane sera. Alors, si Saint-Denis est main event, c'est magnifique. Mais je pense que Cyril Gane est encore un peu plus peut-être hype. Je ne sais pas. Là, faut voir. Là, c'est à chaud sur Saint-Denis. Mais avec le temps, là, ça va aussi un petit peu redescendre. Et Cyril a plus de followers. Là, faut même parler concrètement. A plus de médias autour de lui.
Donc je pense que ce sera encore Et puis il loupera pas un UFC Paris. Non mais ça c'est sûr. En fait, le truc avec Gane, c'est que je me dis que là il est sur que des UFC Paris et du coup en termes de visibilité il en gagne moins que s'il faisait un UFC numéroté. Même si à chaque fois en France c'est un événement de fou de voir Cyril Gane, je me dis que s'il vise un UFC numéroté, quand même en termes de, ça va le remettre un peu sur le devant de la scène des poids lourds parce que juste affronter des petits combattants, même Almeida à l'UFC Paris, je sais comme pas l'a dit Corentin, on le voit mal rater un UFC Paris, Cyril Gane, parce que c'est le porte-étendard. Et moi surtout, pourquoi je le vois encore en main event, je vois très mal l'UFC lui dire allez, tu passes deuxième dans ton pays, tu vas combattre en 3 rounds. Alors peut-être un co-main event, mais en fait, on n'enlèvera pas Cyril. Pour moi là pour l'instant le seul qui peut combattre à l'UFC Paris ce sera Almeida. Hein. Enfin, il va pas combattre à Spinal à l'UFC Paris et il y a personne d'autre qui peut combattre actuellement. Ça on va y revenir juste après. On va parler du coup de, quand tu parlais d'Aspinal, de Thomas Spinal qui lui s'est imposé aussi sur KO face à Pavlovich pour là du coup la ceinture intérimaire au poids lourd. Thomas Spinal est donc le nouveau champion comme on disait par intérimaire poids lourd après l'absence de John Jones face à Miocic. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce combat aussi qui a été très court, une victoire aussi par KO? Est-ce que vous êtes surpris, Elliot? Est-ce que tu es surpris par une victoire par KO sur ce genre de combat? Je sais qu'au début, quand on parlait de l'avant-combat, on n'imaginait pas ça et au final ça s'est réalisé. J'imaginais plutôt ça à l'inverse, un Pavlovich qui met un KO à Spinal. Finalement, pas passé loin. Le premier round, j'avais dit un premier round c'était impossible qu'il y ait un KO, il m'a fait taire tout de suite. Non, mais à Spinal, il a surpris tout le monde. En 30 secondes, il se prend un crochet de Pavlovich, il l'a pas bronché. Je sais même pas comment c'est possible. Puis, la façon dont il bougeait, etc., c'était vraiment impressionnant. Et surpris du combattant. Donc, d'un côté, vu comment il a combattu, ça m'étonne même pas qu'il soit aussi bon. Mais c'est vrai que personne n'aurait pu prévoir un combat qui se passe comme ça. J'ai même envie de dire encore plus, quand on voit la conférence de presse, quand on voit l'avant-combat, on se dit encore moins qu'Aspinal allait gagner. Parce qu'il était tellement stressé. En fait, mais c'est ce qu'il a dit après le combat. Il a parlé avec une journaliste, j'ai plus son nom, la journaliste, mais il a expliqué qu'il s'est entraîné que 5 jours. Il s'est blessé au dos. Il s'est blessé au dos, il s'est entraîné que 5 jours. Il n'avait pas une bonne préparation. Et au final, il sort un combat comme ça. Donc, sûrement, c'est bien pour lui parce que je sais pas si du coup, avec 5 jours de préparation, en plus d'un round, il aurait tenu. Là, finalement, c'est le combat parfait pour lui. Il s'est mal préparé, il était blessé, il gagne en 1 minute. Impressionnant. Puis du coup, il a fait taire tout ce qu'on disait, tout ce qu'on pouvait penser de lui finalement. Si je peux me permettre, j'avais prédit une victoire. Par contre, j'avais dit par soumission ou alors par décision. Mais par décision. Ouais, par décision. Et là, ce KO au premier round, il a surpris tout le monde. Ah oui. Et surtout, il passe pas loin, lui, il se prend clairement une gauche au menton. Et il vacille pas. Et tout de suite, quelques secondes après, il envoie à terre Pavlovich. Franchement, c'était magnifique. Du coup, moi, j'ai encore quelques doutes sur ce combattant parce que il y a rien de méchant, mais en fait, on n'a rien vu. Donc, il a encore beaucoup. Donc, il a prouvé. Et maintenant qu'il a cette ceinture intérimaire, il va avoir un petit statut qui va devoir défendre contre qui on sait pas encore, mais parce que l'UFC veut faire combattre vraiment John Jones contre Miocic. Alors pour l'instant il va garder sa ceinture et regarder des combats, mais on est quand même content parce qu'il mérite sur ce combat et on sent que vraiment ça lui tenait à cœur. Vraiment, il a fini en pleurs à la fin. Et même quand il met KO Pavlovich, lui il se met tout de suite au sol, il réalise pas. En plus c'est compliqué parce qu'en son dernier combat avant Pavlovich, il revenait d'un an de blessure. Il arrive, je pense qu'il voulait y aller plutôt crescendo pour le titre. Il appelle un Cyril Gane, il refuse. On lui propose 2 semaines avant un combat pour le titre. Je pense qu'il s'attendait à tout sauf à ça. Finalement, là, en quelques mois, en revenant d'une blessure, il se retrouve champion intérimaire. Pour lui, là, c'est magnifique pour lui. Pour en revenir, comme tu disais, sur Cyril Gane qui, lui, du coup, a call out, encore une fois, du coup, Aspinal, et qui, Aspinal, lui, a refusé, du coup, en réponse au refus aussi de Cyril Gane à l'UFC Paris, en disant, du coup, que lui, Aspinal, prendrait le vainqueur de Gane contre Almeida. Est-ce que, pour vous, du coup, Gane doit essayer de forcer pour avoir Aspinal ou faire ses preuves face à Almeida pour après dire à Aspinal voilà, maintenant je l'ai fait ton combat, maintenant on se défie. Corentin, pardon. Comme tu veux, mais là où du coup ça va être compliqué pour Cyril, c'est qu'il faut qu'il force ce combat contre Aspinal.
parce que j'ai très peur contre Almeida. J'ai pas envie de sous-estimer Cyril parce que le nombre de fois on l'a sous-estimé et qui nous a surpris. On pense à contre Spivak, on se disait ouais c'est bon, en face c'est un lutteur, tout ça, il allait pas tenir. Au final, il n'a fait qu'une bouchée. Là, le problème d'Almeida, c'est que Almeida représente vraiment tout ce que Cyril déteste en termes d'adversaire. Et j'ai vraiment peur parce que même si on me dit, parce qu'on n'a rien vu en fait de Cyril au sol, on n'a encore rien vu depuis cet affrontement face à Jones. Et il est là le problème. Donc là, j'ai peur contre Almeida. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il force contre Aspinal parce qu'il n'y a pas le choix vraiment. Almeida qui à Sao Paulo en plus avait tenu son adversaire 21 minutes au sol sur les 25 minutes, c'est vraiment, ça prouve. Et puis en plus, encore une fois, il s'attaquait à un gros gabarit comme Gane, alors que lui est un peu moins gros. Est-ce que tu penses qu'il peut refaire la même performance qu'il a fait à l'UFC Sao Paulo, Elliot? Contre Gane, en fait, c'est la crainte de tout le monde. C'est que, au final, Almeida, même si pour beaucoup de gens c'est un peu de la chance parce que Lewis ne s'est pas défendu face à Almeida, ça se trouve, Almeida, en fait, c'est juste monstrueux. Et s'il se bat contre Gane, il va encore faire pareil, 20 minutes au sol. Et il va même pas tenter de soumission, juste il va contrôler Gane au sol. Après, le truc, c'est que, Cyril Gane, c'est quand même un sacré combattant. J'ai du mal à le voir. En fait, je ne vois pas du tout perdre contre Almeida parce que Almeida. Debout, c'est un sacré combattant. Ouais, seul. Mais on sait pas, c'est ça. Mais après, le truc, c'est que si Almeida il fait le même combat au sol contre Gane. Ah, c'est fini. Je sais pas si. Genre sans tenter rien, je sais pas si Gane. Après, Gane, c'est pas Lewis. Ouais, c'est ça, c'est pas Lewis, Gane. Oui, il sera plus mobile, ça c'est sûr. Mais après, là, pour revenir à la question de départ. Cyril doit tout faire pour pas affronter Almeida, mais pas pour les raisons de Coco. Pour moi, vraiment, il doit juste avoir l'objectif de la ceinture. Après, si vraiment il a l'ambition d'être champion, j'espère qu'il est meilleur que Almeida, parce que tu nous dis que il doit, on va dire, tout faire pour l'esquiver, parce que Almeida a de grandes chances de le battre. Mais si demain Cyril veut être champion, il doit battre tout le monde. Bien sûr. Mais alors là, l'objectif actuel, vraiment, je pense qu'il se focus sur la ceinture. S'il lui donne Almeida, il doit accepter. Mais dans tous les cas, pour se focus sur la ceinture, t'as pas le choix de passer par la case Almeida, qui est l'étoile, on va dire, montante des poids lourds. Oui, Cyril est classé au-dessus, donc mais il n'est pas obligé non plus. Pour moi, le classement ne veut rien dire chez les poids lourds actuellement, parce que tous ceux qu'il y a entre Almeida et Cyril les a battus. Sauf Pavlovich, mais on sait que ça se fera pas. Mais Almeida, on n'a aucune promesse comparé à d'autres de cette catégorie qui sont encore au-dessus de lui. Il a rien prouvé de plus à part la hype qu'il a autour parce qu'il a un style particulier. En fait, la raison pour laquelle il faudrait éviter Almeida, c'est juste d'avoir une mauvaise surprise et que Cyril finisse par perdre. Même si moi, je le vois pas perdre. Mais imaginez s'il perd. Oui, c'est ça. En fait, s'il perd, c'est une fin, c'est limite de faire une carrière pour lui. S'il perd contre Almeida, le titre, il peut le dire au revoir. C'est pour ça que. En fait, le problème, c'est que maintenant, Aspinal, comme il a envie de se venger, Gane a refusé. Il a raison, Aspinal. Lui, il fait bien les choses. Mais le problème, du coup, c'est que Gane, il se retrouve un peu coincé parce qu'en même temps, il doit forcer pour Aspinal, sauf qu'Aspinal veut pas, du coup, il doit aller vers Almeida. Alors, c'est compliqué. Parce qu'en fait, Almeida, en plus, il a dit qu'il voulait se battre pour l'UFC 300 qui est en avril. Ouais. Mais si je peux me permettre, Cyril n'a jamais dit non à Aspinal. Il a dit, moi, je veux la ceinture. Il n'a pas dit non, je veux pas affronter Thomas Aspinal. Il a dit je veux la ceinture. Il qu'il pouvait pas l'affronter. Mais aujourd'hui, qu'il a la ceinture, Aspinal, il a une intérimaire. Mais bien sûr, mais on en va revenir à la même chose. Mais il a fait l'erreur à l'UFC Paris de dire non à Aspinal. En fait, il lui a pas dit non, mais il l'a sous-entendu qu'en gros, et il l'a même pas fait monter sur le ring. Non, je suis d'accord, on peut pas lui reprocher parce que avant le combat à Paris, tout le monde reprochait à Cyril Gane de ne jamais call out ses adversaires, et c'était pour ça qu'il avait peut-être moins d'occasion de se rapprocher du titre. Et là, il gagne son combat contre Spivak. Et du coup, il fait très bien les choses. Il call out la ceinture, ce qu'on peut pas lui reprocher. On peut pas lui reprocher d'avoir demandé la ceinture. Bien sûr que non. Et je trouve on n'a pas à se plaindre qu'il ait refusé Aspinal parce que il n'est pas médium. Il est pas voyant. Il pouvait pas deviner ce qui allait se passer 2 mois plus tard. Et je pense que même Aspinal ne savait pas que 2 mois après il serait champion. Non, ça, c'est donc sûr. on peut pas lui reprocher de l'avoir refusé. Et maintenant son objectif c'est encore pour moi la ceinture. Non mais en fait le problème que ce que je reproche à Cyril Gane, c'est à chaque fois qu'il perd un title shot, un combat pour le titre, il se dit que je fais un combat, je le gagne, je peux en refaire un. En fait à un moment il faut peut-être juste prendre plus le temps. Et en fait s'il aurait accepté Aspinal directement, ça aurait il l'aurait peut-être battu et du coup ça aurait été mieux pour lui. Là dans le sens où maintenant en fait, Aspinal, c'est normal qu'il refuse parce qu'il s'est fait rejeter par Gane. Du coup, en fait, maintenant, s'il doit affronter le numéro 7 de la catégorie, forcément, tu descends pour Gane. Mais après, s'il gagne Almeida, de toute façon, il aura quoi pour le titre parce il l'aura.
Pour moi, il est surcoté, Almeida. Franchement, j'arrive pas. En fait, le truc, c'est que j'arrive pas à comprendre. Almeida aussi, en fait, on n'a pas vu grand chose en fait. Parce qu'au final, on a. Debout, on sait pas ce qu'il vaut parce que contre Lewis, il a rien fait. Et parce que, alors que Lewis, c'est juste un monstre debout. Et au final, au sol, il a contrôlé 21 minutes, mais il a pas fait grand chose. Donc, oui, c'est ça. Les stats sont énormes. Mais au final, il n'y a même pas de soumission, il n'y a rien, alors que t'étais 21 minutes au sol, quoi. Alex Pereira, qui est donc devenu double champion UFC ce samedi face à Prochaska, sur un combat du coup assez violent, un combat assez court mais assez violent avec des coups très forts. Qu'est-ce que vous avez pensé aussi de ce combat et surtout de ce KO de Pereira, peut-être arrêté un peu tôt du coup, Corentin? Je vais pas avoir le choix de revenir sur cette décision de Marc Goddard. En fait, oui, Prochaska dit à la fin, et là on pourrait se dire ouais, il n'y a plus de débat parce qu'il a dit ok, il a bien fait de m'arrêter à ce moment-là. Mais je suis convaincu que Prochaska derrière il peut se relever et ça se passe autrement en fait. Je dis pas qu'il pouvait gagner, au contraire, loin de là, mais parce que Pereira a prouvé tellement de choses. Mais je trouve que l'arrêter à ce moment-là, alors que sur juste un crochet, enfin, il y a rien eu après. Hein. Il a même pas eu le temps de descendre pour. Non, mais un crochet de Pereira, ça vaut tout l'or du monde, je crois. C'est pas que ça, c'est qu'en plus il se prend 2 coups de Pereira, il vacille, après il vient, il met pas tout de suite sa garde. Il le colle à la cage, il se prend je sais pas combien de coups il revacille. Au final, s'il arrête pas le combat, Pereira il est debout au sol sur lui. Pereira, ça a beau pas être un jeune Jones en lutte, il sait faire dans ces positions-là. Je pense que dans tous les cas, le combat il était fini. Peut-être, mais on a quand même vu des combats qui se terminaient alors que le gars était limite en train de. Après, l'arbitre, il a sa jugeote. Mais justement, je trouve ça bien que l'arbitre n'ait pas jusqu'à voir un Prochaska en train de mourir par terre. Il a arrêté. Ça peut être vu tôt parce que forcément Prochaska était quand même plutôt. Il était en train de se relever. Oui et non, parce qu'il était en train de tomber justement quand il a arrêté le combat. Ouais. Et donc moi je comprends qu'on dise que ça s'est arrêté tôt, mais au final moi j'aime bien qu'aussi des arbitres se disent faut arrêter là parce qu'en fait ça peut aller trop loin. Prochaska il était en train de tomber dans les pommes 2-3 fois avant, donc pour moi c'est plutôt une bonne décision de l'arbitre, même si bien sûr oui ça peut être. On peut avoir d'autres points de vue pour ça. Après, peut-être que l'arbitre, vu qu'il savait que ça allait être un combat assez violent, parce que c'est comme ça que ça a été présenté, s'est dit, il est à terre, il est presque sans défense. Si c'est pour l'achever et au final le dévisager, ça sert finalement à rien. Dans le sens où mettre un KO à Prochaska, c'est difficile quand même de le sonner complètement. Personnellement, je suis partagé. Pour moi, il aurait pu quand même laisser quelques secondes en plus. Après, Prochaska lui-même dit que M. Goddard a bien fait d'arrêter le combat. Bien sûr. Alors, je ne sais pas parce que je suis pas arbitre de MMA. Je sais pas exactement dans quel état se trouvait Prochaska parce que on n'est pas dans sa tête. Mais pour moi, la victoire, elle est logique et le coup, il est tellement significatif que il y a quand même des raisons de l'arrêter aussi. Ouais, puis il y a le point de vue de l'arbitre aussi, c'est ça. Je pense qu'on a un point de vue à la télé, mais l'arbitre il est en face, il voit le mec. Il ressent plus le choc que nous. Et en fait, la droite d'Alex Pereira, on la connaît et elle est souvent comparée à une pierre, je crois. C'est d'où son surnom. Ouais, donc s'il te la met, faut vraiment faire gaffe parce que il peut t'éteindre. Adesanya l'a bien connu très rapidement et. Je l'avais dit la vidéo la semaine dernière avant le combat, j'avais dit que Prochaska fallait qu'il fasse gaffe à sa garde parce que quand il met des coups, souvent il n'a pas de garde, il met des coups mais ses bras restent bas. Sur le ralenti. Visionnaire alors. Sur le ralenti, on voit complètement qu'en fait Pereira c'est un champion de kickboxing. Une garde comme ça, il met un coup, c'est KO. C'est là sur la vidéo, on le voit complètement. C'est impressionnant. Et pourtant, tu vois, au début du combat, je me dis mais Prochaska il a limite la main mise. Tu le vois, il est très mobile et je me disais à ce moment-là, mais comment Pereira va réussir à le mettre KO parce qu'il était tout le temps en mouvement, en train de déstabiliser. Je trouvais Pereira très lent justement. Oui, très lent. Je trouvais qu'il faisait rien en fait. Ouais, c'est tout ce qu'on remarque chez Pereira, c'est que Pereira il t'en met une, c'est fini. Ah oui. Et là, comme d'hab, c'est passé. Tu parlais aussi du coup d'Israël Adesanya qui s'est fait aussi du coup call out encore une fois par Alex Pereira. On rappelle cette rivalité qu'ont les deux combattants et du coup Pereira qui a call out du coup Israël Adesanya pour qu'il monte sur la catégorie des lourds légers. Adesanya qui a très mal réagi sur les réseaux par rapport à ça en indirectement refusant du coup ce combat. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous c'est une bonne chose qu'il ait refusé et qu'il reste sur sa catégorie ou il aurait dû accepter pour
faire remonter encore cette hype qu'avaient les deux combattants, Corentin. Non, mais après, c'est pas par rapport à sa catégorie, c'est surtout par rapport au fait qu'il veut arrêter de combattre pendant plusieurs mois, c'est ce qu'il avait dit. Plusieurs années même. On sait pas. 2026, faut y il a croire. dit pendant un long moment. Ouais, mais, après, on sait jamais avec lui. Hein, on sait jamais, oui, d'ici quelques mois, il peut revenir pour mettre à KO à Pereira. On lui mais... propose un titre, il va pas dire non. Mais là, je pense que ce sera pour le titre. Mais là, il reste juste fidèle à ses convictions qui sont d'arrêter pendant un long moment sa carrière. Mais en soi, s'il doit revenir, c'est face à Pereira. Parce que là, ce serait en catégorie des lourds légers, ce serait une division au-dessus, enfin une catégorie au-dessus, ce serait un combat monstrueux. Et là, je pense que le vainqueur de ce combat-là, c'est bon, il sera dans les Hall of Fame de l'UFC. Peut-être qu'il nous prépare une John Jones, c'est-à-dire qu'il s'arrête pendant plusieurs années et il revient avec une catégorie au-dessus. Après, à l'heure actuelle, je le vois mal faire ça. Et je pense que ça y est, il faut arrêter toute cette histoire. Il y a déjà une trilogie. Oui, puis il a l'air dégoûté un peu du MMA, on a l'impression. Je sais pas ce qu'il en pense, mais à un moment, il faut tirer une croix sur Pereira. Et même Pereira, call out Adesanya, c'est bien, mais aussi à un moment, il faut qu'il se renouvelle. Il a d'autres combattants à l'UFC. Il l'a pas vraiment call out parce qu'il voulait se battre contre lui. C'est parce il a dit reviens vers papa, quoi. Ouais, non, mais avant ça, le message, c'est vraiment parce qu'il veut pas que Adesanya parte pendant 3-4 ans. Il veut justement le permettre de revenir au haut niveau. Donc. En fait, c'était plutôt respectueux. Après, bon, bien sûr, il a dit viens voir papa, ça, je pense que c'est mal passé pour Adesanya. Mais après, ouais, pas voir Adesanya, moi je trouve pas ça non plus mauvais pour la catégorie lourd léger. Parce qu'on peut avoir des beaux combats, peut-être une revanche avec de Prochaska, une revanche de Blachowicz. Prochaska, il reviendra, je pense. Oui, c'est sûr. Jamal Hill, il va falloir qu'il se batte. Jamal Hill, Ankalaev qui peut toujours revenir si oui, Walker. Et notre petit français Omar Sy aussi qui va vite monter. Mais non. Adesanya, en fait, moi, je sais ça, ce sera un peu le combat de trop, en fait. Adesanya, oui, exactement, ça y est, on a tiré c'est fini. Oui, et surtout qu'Adesanya a toujours eu ce rôle de perdant dans cet affrontement. Surtout là, il gagne le dernier, s'ils en refont un et qu'il perd, il aura tout gâché. On suivra en tout cas le prochain UFC 296 qui aura lieu le 16 décembre prochain. On refera probablement une vidéo dessus, mais on va finir cette émission du débrief de l'UFC 295 avec le jeu de l'édition que tout le monde connaît. Et donc je vais vous demander, t'avais un peu deviné Jordan, de du coup me citer les 15, vraiment pas. Les 15 combattants pound for pound de l'UFC. Pas d'ordre. Actuel. On commence par Coco. Wow. Allez, le premier tu dois le connaître, il est assez facile. Tu peux normalement. Actuel. On fait dans l'ordre. Oui, classement pound for pound. Le classement pound for pound. J'en ai aucune idée du classement pound for pound. Allez. C'est en gros les GOAT, qu'on soit clair. Oui, mais en même temps, le premier nom, j'aurais dire Jones, mais. Mais tu peux dire dans le désordre. Mais il n'y a pas d'ordre. Ah, Jones. Ouais, John Jones deuxième, ça marche. Allez. Islam Makhachev. Makhachev premier. Volkanovski troisième. Attends, il faut que je. Pereira. Alex Pereira qui a pris 5 places du coup grâce à sa victoire samedi soir. O'Malley 7ème qui a perdu une place. Charles Oliveira. Oui, 6ème. Il a perdu une place d'ailleurs ce week-end. Spinal. Voilà, Thomas Spinal 14ème. Geji. Geji. Non. Il y est pas. Il y est plus. Non. Il est plus dans le top 15. Je suis éliminé là. Éliminé Jordan. Alors là, un champion, Léon Edwards. Edwards, 4ème, bien sûr. Coco. Ah mais oui, mais j'allais dire Pantoja. Il y est. Pantoja y est. 10ème. Tu peux me réanimer s'il te plaît. Ouais, je t'ai su le chance, vas-y. Ousmane, ouais, 13ème. Je pense pas qu'il soit parti du top 15 quand même. Sterling, il est toujours bon, 11ème. Est-ce qu'on l'a dit Chimaev? Il y est pas. Il y est pas. Pardon. Il y est pas. Même dans sa catégorie, il était loin du. Enfin, il est récemment dans le top 10. Ok. Prochaska 15ème. En fait, toi, t'es revenu dans le jeu 3. Il y en a un dont on. C'est frauduleux, ça. On a parlé pendant l'émission. Après, Elliot, si t'en as un, dis-le. J'allais dire un Dustin Poirier, mais je sais même pas si. Non, il n'y est pas malheureusement. Jordan. C'est à Coco. Je suis réanimé. Bon. Il est pas réanimé. T'es éliminé. Je suis éliminé. Non, mais c'est Jordan qui voulait me réanimer. Ouais, bon. Si je réanime tout le monde, les gars.
J'hésite entre deux. Bon, allez, Adesanya. bah oui. Ah ouais, mais oui. Et le champion au-dessus. Miocic. Ah non, bah du coup. Juste au-dessus, Strickland. la même catégorie. Voilà. Et le dernier, ouais. c'était Max Holloway. Donc là, j'ai vraiment gagné, c'est un scandale. Alors. Voilà. C'est un scandale que j'ai gagné. C'est Très frauduleux, ouais. Mais bon, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci aux chroniqueurs d'avoir débriefé de cette UFC Merci 295. N'hésitez pas à suivre le débrief sur le site internet du Money Time et à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.